Bonjour tout le monde. J'avoue que c'est difficile pour moi de passer après toutes les prestations. Et en plus, il y a eu un peu de changement dans le programme, parce qu'en fait, moi, je vais plus vous parler des sources d'informations sur la formation et le travail que les NEF utilisent ou peuvent mobiliser dans leur parcours de formation et d'emploi. Ça fait partie de mon programme de recherche et quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis aperçu qu'en sociologie de la jeunesse, il y avait pratiquement rien sur l'information en tant que telle. On en parle par exemple sur les travaux sur la réseau social, on va parler du soutien informationnel par exemple, mais c'est très confus, c'est très équivoque. Et donc, à ce moment-là, j'ai pas eu le choix, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, que d'aller regarder dans d'autres champs disciplinaires. Et le champ où j'ai trouvé beaucoup de concepts intéressants, c'est le champ des sciences de l'information et des communications, qui joue avec la bibliothéconomie, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait dans les 3 premières années de ma jeune carrière de chercheur, c'est d'aller fouiller là-dedans, puis de voir qu'est-ce que je pouvais transposer en sociologie de la jeunesse, surtout auprès des jeunes adultes non diplômés en situation de précarité. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter un peu, c'est le résultat d'une première recherche qui a été faite, une analyse secondaire, et aussi les résultats préliminaires d'une deuxième analyse secondaire qui a été faite, les résultats sont tout chauds. Donc, ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est que dans des cités dites du savoir, que sont les cités industrialisées, l'information constitue un enjeu crucial. On dit beaucoup aujourd'hui que l'important, ce n'est pas d'avoir, mais c'est de savoir. Notamment en ce qui concerne le développement de l'employabilité des individus. Et au niveau des gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, on relaie beaucoup le discours des technologies de l'information et des communications, où il y a beaucoup ce mythe, comme le dit Selwyn, que les jeunes adultes sont des natifs numériques. Et donc, je pense que vous serez d'accord avec moi qu'à ce niveau-là, nos institutions misent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment, pour pouvoir rejoindre les jeunes adultes lorsqu'ils cherchent de l'information. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il en est exactement auprès des jeunes adultes non diplômés en situation de précarité au Québec par rapport à ça. Surtout que ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand je suis allé dans le champ des SIC, c'est-à-dire sciences d'information et de communication, à chaque fois qu'on parle des populations très larges de précarité, marginalisation, exclusion sociale, il n'y a qu'une seule auteure qui est citée, c'est Chapman, et c'est la seule qui a travaillé là-dessus. Et elle, ce qu'elle a remarqué, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport aux populations qui sont dites en situation d'exclusion, lorsqu'elles cherchent l'information, il y a 2 grandes sources d'information sur lesquelles elles s'appuient pour avancer dans la vie. C'est leur entourage proche et la télévision. Okay? Elle va même avancer le concept d'insider et d'outsider dans le sens que les personnes en situation de précarité vont très peu aller chercher des sources d'information qui sont extérieures à l'entourage parce qu'elles le vivent rapidement comme une confrontation à une réalité à laquelle elles ne veulent pas ressembler. Donc elles vont surtout se cantonner à des choses qui leur ressemblent, et donc ça peut expliquer en partie pourquoi c'est difficile de rejoindre ces populations. Donc à partir de là, je me suis appuyé d'abord sur la recherche ELJAS, c'est l'acronyme comme ici dans le centre de recherche qui a été mené notamment par Sylvain Bourdon. ELJAS, c'est pour études longitudinales sur les jeunes adultes en situation de précarité. C'est une recherche qui a eu 5 vagues d'enquête annuelles auprès d'un échantillon initial non probabiliste de 45 jeunes adultes non diplômés en situation de précarité. Et l'un des critères d'inclusion, c'était qu'ils devaient être prestataires d'aide sociale, mais aussi participer à un programme dans un carrefour jeunesse emploi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est une analyse secondaire, c'est-à-dire que j'ai regardé les auxiliaires de recherche. On a regardé là-dedans toutes les mentions faites sur un niveau, toutes les mentions faites sur le travail et la formation. Puis on a aussi considéré, au regard de la littérature, tout ce qui est fait par rapport à ce qu'on a appelé l'intégration sociale, c'est-à-dire la santé et le logement. Et on est parti de l'idée, a priori, que à partir du moment où les jeunes adultes nous parlent nous parlent de formation de travail, c'est qu'a priori, ils nous parlent de sources qui sont pertinentes à leurs yeux. Ça va être important éventuellement. Donc, ce qu'on a constaté rapidement, c'est que... oups, là, il y a une erreur. Ah oui.
les intervenants, c'est normal que les intervenants soient très nommés par les jeunes adultes parce qu'ils sont recrutés dans les carrefours jeunesse emploi. Mais ce qu'on remarque, c'est que le lien de confiance est extrêmement important pour ces jeunes adultes-là quand ils cherchent de l'information. Petite anecdote à ce sujet-là, quand on voit l'exemple ici, autant les jeunes adultes ne mentionnent que très rarement des institutions de santé, CLSC hôpitaux. À l'inverse, ils vont citer énormément des professionnels de la santé, infirmières, psychiatres, médecins, etc. Sachant que les médecins, psychiatres, infirmières se trouvent dans des hôpitaux et des CLSC. Donc là, on voit vraiment que le lien avec les intervenants est extrêmement important pour les jeunes adultes. Et si on prend le cas, par exemple, des intervenants en employabilité dans les carrefours jeunesse emploi, on s'aperçoit très vite que pour ces jeunes adultes-là, dès que le lien de confiance est établi avec ces intervenants-là, ils vont chercher de l'information au-delà du travail et de la formation. Ça va devenir la confidence, ça va devenir vraiment le lien. Je suis souvent en contact avec mes travaux avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke, et souvent le CLSC, 3S, essaie de rentrer, de rejoindre les jeunes adultes, et ils doivent passer par les intervenants. Ils ont essayé de mettre une ressource permanente dans le CGE, mais ça ne marchait pas, les jeunes ne venaient pas la voir, il fallait vraiment passer par les intervenants. L'autre chose qu'on a constaté, et ça aussi on le voit aussi dans la littérature sur les réseaux sociaux, dans la jeunesse, c'est que la famille et les amis constituent aussi des sources d'informations très sollicitées, et ce malgré l'existence de dispositifs institutionnels qu'ils ont à leur disposition. Dans une enquête qu'on avait faite avec Sylvain notamment auprès sur la santé et sécurité au travail, malgré la présence d'une ressource au niveau de l'éloignement du travail, les jeunes adultes dans l'usine se tournent plus vers leurs amis, vers leur collègue de travail, que vers la ressource qui est disponible spécifiquement sur l'éloignement du travail. Donc on voit vraiment que le lien de confiance, ici, est extrêmement important. La proximité joue un rôle primordial. Ce qu'on a constaté aussi, puis là c'est vraiment en cohérence avec ma posture épistémologique, c'est qu'il est très important de documenter la biographie du jeune adulte lorsqu'on veut comprendre quelles sont les sources d'informations qu'il va chercher et quels sont les types d'informations qu'il vise dans son parcours de formation d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder juste le parcours de formation ou le parcours d'emploi pour comprendre qu'est-ce que je cherche, puis comment je cherche, puis vers qui je vais me tourner. Donc on est obligé souvent, pour ne pas dire systématiquement, regarder le parcours résidentiel, le parcours amoureux ou le parcours familial. Et ça, dans LJAS, heureusement, merveilleux. C'était vraiment merveilleux. On avait accès à ces données-là. Donc on pouvait à ce moment-là comprendre pourquoi le jeune, par exemple, à un moment donné, voulait retourner chercher son DES, par exemple à la vague 1, 2, 3, puis à la vague 4 d'un coup, non, c'est fini, je veux une job. Mais c'est parce que ma blonde est tombée enceinte. Okay? Donc là, c'est très important de professionnaliser le parcours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a vraiment mis en relief dans cette recherche-là, c'est que non seulement il faut regarder toutes les sphères de vie, donc au large de la vie, mais il faut aussi regarder d'un point de vue très situationnel. Les jeunes adultes, on le sait, c'est une période de vie où il se passe beaucoup de choses, où ils sont très mobiles, où il y a une grosse recomposition dans leurs relations. C'est très important pour eux de tenir compte qu'ils cherchent de l'information à ce moment-là de leur vie. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera plus dans 6 mois. Okay? Donc ici, ce qu'on voit, c'est que il y a une difficulté pour les dispositifs informationnels existants de pouvoir s'adapter à cette réalité-là. Ces jeunes adultes pour qui le parcours de formation et d'emploi est vraiment intimement, étroitement relié à ce qui se passe dans toutes les sphères de leur vie pendant qu'ils sont des jeunes adultes, dans la transition. Donc, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le champ des sciences de la formation et de la communication, c'est d'aller mobiliser le concept d'horizon informationnel qu'on a testé, entre guillemets, dans une première recherche et qui s'est révélé tellement intéressant, tellement fécond que je vais aussi le mobiliser dans une deuxième recherche. Donc, l'horizon informationnel, ça renvoie à l'ensemble des sources d'information qu'une personne considère comme étant pertinentes lorsqu'elle recherche de l'information. Donc ici, ça renvoie vraiment à l'idée de légitimité et de pertinence aux yeux de la personne. Et ce qui est important ici, c'est que, comme le précisent Savolainen et Kari, c'est que ces sources d'information, elles existent dans l'horizon de la personne, c'est parce que le jeune adulte en a retiré des expériences positives au long des années. Donc, non seulement ici, le concept d'horizon informationnel, moi, ça m'a donné de l'eau au moulin pour dire
Il y a vraiment l'idée de proximité, du lien de confiance qui est important pour pouvoir rejoindre, interpeller ces jeunes-là. Mais en plus, comme le dit bien Sonnenwald, c'est que cet horizon informationnel va structurer alors l'accessibilité, le type, voire la légitimité des informations qu'on peut chercher. En d'autres termes, et là c'est vraiment le conseiller d'orientation qui parle, je vais plus croire mon oncle qui travaille chez Docteur depuis 25 ans que toi, conseiller d'orientation, avec toutes tes statistiques sur l'industrie des pâtes et papiers. Je peux être vrai dans un sens. Et donc ça rejoint aussi, excusez-moi, ça rejoint aussi les travaux de Chapman qui disaient que les populations en situation de précarité et d'exclusion sociale vont surtout se concentrer sur le réseau de proximité pour justement éviter toutes les expériences de confrontation ou d'invalidation auprès de personnes ou d'institutions qui pourraient les obliger à leur faire une pression à s'intégrer au sein de la société. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que, comme je disais tantôt dans la première recherche, étude longitudinale au propos des jeunes adultes en situation de précarité, que le concept d'horizon informationnel était très, très important. J'ai repris cette recherche-là, j'ai pris une autre recherche qui a été faite par Sylvain puis des collègues, qui s'appelle, l'acronyme c'est PERCé, pour Famille, Réseau, Persévérance collégiale. Donc là, c'était vraiment de comparer entre des jeunes adultes non diplômés en situation de précarité avec des CGPN et des CGPN. Et là, de manière plus spécifique, dans la mesure où aussi on a un discours qui est très prégnant dans la sociologie qui dit qu'on est dans des sociétés de plus en plus incertaines, de plus en plus imprévisibles, on a une matière sociale qui est extrêmement fragmentée. Je me suis dit que ce serait vraiment intéressant d'aller d'abord identifier les bifurcations biographiques chez ces jeunes adultes non diplômés et chez les CGPA. Puis dans un deuxième temps, dans ces bifurcations, regarder quelles sont les sources d'informations, les informations qui sont allées mobiliser pour tenter de gérer ces bifurcations. Dans le sens que, si je simplifie, là je reprends les travaux de Michel Grossetti sur les bifurcations biographiques, c'est que ces bifurcations sont des sortes de transitions imprévues où, entre guillemets, tout se joue pour le jeune adulte. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, ce serait vraiment intéressant de voir quand tout se joue, entre guillemets, qu'est-ce qui se passe pour le jeune, qui il va aller voir et quelle information il va aller chercher. Et je me suis dit, d'un côté il y avait ça, puis de l'autre côté je me suis dit, si on y va un peu avec une approche un peu de capitaux, je me suis dit, ce serait de voir comment des CGPiens qui eux ont certains capitaux, comment eux, les différences, le contraste qu'ils peuvent avoir avec des jeunes adultes non diplômés en situation de précarité. Donc ici, les résultats que je vais vous montrer sont très préliminaires. Oui, elle manque un peu. Puis je me suis dit aussi, toujours pour avoir un aperçu de l'horizon informationnel, comme c'est un moment où tout se joue, puis qu'il y a souvent des enjeux très importants qui sont reliés à ça, je me suis dit, je suis parti de l'idée, de la prémisse, que les jeunes adultes vont se tourner a priori vers les sources, encore une fois, qui leur sont les plus proches, et qui sont les plus crédibles à leurs yeux. Donc les résultats préliminaires montrent là aussi qu'il y a une prédominance des sources relationnelles, que ce soit chez les CGPiens ou que ce soit chez les jeunes adultes en situation de précarité. C'est très important parce que je me suis limité dans les bifurcations biographiques à regarder les bifurcations uniquement reliées au parcours de formation ou au parcours d'emploi. C'est-à-dire, par exemple, parcours d'emploi, ça va être le jeune adulte qui n'a aucun emploi, qui ne veut pas travailler, puis qui a la vague d'enquête suivante, là il a un emploi, et puis il est vraiment inséré, donc ce n'était pas prévu. Et évidemment, chez les CGPN, c'est beaucoup plus des bifurcations de l'ordre de la formation qu'on retrouve. Comme par exemple un jeune qui est en préuniversitaire et qui, la vague d'enquête suivante, se retrouve au DEP en production laitière. Okay. Donc là, on voit que les sources relationnelles sont extrêmement importantes. La famille, les amis jouent un rôle très important encore une fois. Ma blonde, les chums les plus proches, c'est eux qui vont me dire si j'ai raison ou pas, si ça fait du sens. Et ce qu'on constate aussi, mais de manière plus isolée, quand les jeunes adultes font, surtout c'est les CGPiens, excusez-moi, quand les CGPiens font appel à des professionnels, c'est uniquement pour valider les décisions qu'ils ont déjà prises. Ils ne vont jamais vers les professionnels pour chercher l'information. C'est une fois qu'ils ont cherché l'information auprès de la famille, qu'ils ont pris leur décision, que là, ils vont aller voir les experts, entre guillemets, pour vérifier si ça tue l'allure de ce que je veux faire. Okay? Par exemple, les conseillers d'orientation.
que j'ai constaté aussi, sur le plan méthodologique, bon, c'est sûr que des années secondaires, ça comporte beaucoup de limites, mais sur le plan méthodologique, c'est difficile de distinguer clairement qu'est-ce qui est une source d'information et qu'est-ce qui est un soutien informationnel. Okay? Et là, je renvoie par exemple, je donne l'exemple de recevoir un conseil d'un membre de la famille sur une profession visée que ce dernier exerce. Là, c'est l'exemple tantôt que je vous donnais du mon oncle qui travaille chez Domtar. C'est un exemple vrai. Et j'ai un jeune adulte, lui, qui dit, ben, à partir de ce que mon oncle m'a dit, là, j'ai décidé d'aller appliquer chez Domtar. Mais là, moi, ça me pose un problème d'un point de vue méthodologique parce que l'oncle est à la fois une source d'information, il y a de la job chez Domtar, mais c'est aussi un soutien positif. Sachant que mon oncle me dit qu'il y a du travail là-dedans, moi, ça me donne envie d'aller là. Mais moi, ça me pose un problème au niveau théorique parce qu'au niveau des réseaux sociaux, de la littérature sur les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de différence. On parle de soutien, mais c'est jamais clair quand, par exemple, si je prends l'idée de soutien informationnel qui est souvent repris par plusieurs chercheurs, c'est soutien informationnel, ça va aller de l'avis, du conseil, d'aller voir les journaux, mais on ne va jamais explorer exactement, à partir du moment où j'ai été chercher cette information-là, qu'est-ce que le jeune en fait. Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller explorer parce que ça met les jeunes en action. Moi, éventuellement, ce qui m'intéressait, c'est de voir, à partir des informations, comment cette information-là m'a mis en action vers un emploi ou vers un retour aux études. Donc évidemment, les résultats pointent sur l'importance de l'entourage comme ressource et soutien important lorsqu'ils recherchent de l'information légitime à leurs yeux. Et moi, ça me questionne beaucoup, par exemple, pour en avoir discuté avec des personnes d'Emploi Québec, toutes les stratégies qui sont mobilisées pour interpeller ces jeunes-là. Est-ce que ça vaut la peine d'imprimer autant de brochures ou de pamphlets quand on sait que ça ne vient pas les chercher? Là, je me pose vraiment des questions. Puis je me dis peut-être qu'il faudrait plus passer par les professionnels ou par les familles. Les professionnels sont plus importants que les dispositifs ou institutions qu'ils représentent. Ça, c'est très clair là-dessus dans les corpus. Puis aussi, dans la continuité de l'article de Lendaro et Goyel sur la continuité des services auprès des jeunes immigrants, ça pose la question de la capacité des dispositifs informationnels, que ce soit Emploi Québec, Carrefour Jeunesse Emploi, etc. Donc ceux qui sont des pourvoyeurs d'informations sur la formation et le travail, d'assurer une flexibilité et de s'assouplir à la réalité et au mouvement que vivent beaucoup ces jeunes adultes. Donc ici, il y a comme une sorte, un écart entre une certaine rigidité des dispositifs et la densité, les mouvements intenses que vivent ces jeunes adultes-là. Puis il y a vraiment un écart qui se joue ici pour pouvoir vraiment les rejoindre. Donc c'est sûr que moi, ça me pose la question ensuite de savoir comment ces jeunes-là cherchent. Donc c'est-à-dire, un autre concept que j'ai emprunté aussi, c'est les pratiques de recherche d'information. Très peu de choses sont faites là-dessus, et ça a fait l'objet de ma demande d'éclairer sur les chercheurs. Je crois les doigts. Ça soulève aussi éventuellement pour moi la question des besoins informationnels. Car là aussi, c'est toujours étudié de manière indirecte. Quand je prends par exemple Eljas de Percé, on n'a accès que de manière indirecte à leurs besoins, mais personne ne s'est jamais vraiment intéressé directement à leurs besoins en tant que tels. Surtout qu'il y a certaines recherches, comme par exemple celle de Le Salle en France, qui a interviewé des jeunes adultes, et il y a beaucoup de jeunes adultes qui disaient tous les pamphlets, tous les sites internet sur l'information et le travail, c'est fait par des adultes, pour des adultes, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Okay? Puis il y en a même certains qui disaient le ministère de l'Emploi, le ministère du Travail, avec son site où on voit des ados avec des casquettes, là, je trouve ça complètement débile. Et ça, je me dis, là, il y a vraiment quelque chose à faire là aussi. Et aussi, récemment, il y a 2 semaines environ, on a une ancienne étudiante de notre centre de recherche qui a maintenant son doctorat, Virginie Cariou, qui a travaillé sur le rapport à l'écrit des jeunes et adultes au Québec, en situation de précarité. Et elle montrait, par exemple, elle a introduit un concept qui vient de la sociolinguistique, qui sont les semiotic landscapes, les paysages sémiotiques, c'est-à-dire de voir les espaces physiques comme des constructions sociales où il y a des rapports de pouvoir qui s'installent. Et là, ce que je trouve intéressant par rapport à mon champ de recherche, c'est que elle disait, par exemple, quand vous prenez les toilettes au CJE, les toilettes des filles, vous allez avoir plein d'affiches qui vont dire « Fais attention aux grossesses non voulues, l'avortement, etc. » Mais dans les toilettes des garçons, il n'y a rien par rapport à ça.
Donc, c'est comme si la fille était la seule responsable de ce genre de choses. Donc, vous savez comme moi que... Donc, vous voyez pour... tu veux dire? Donc, on peut te laisser 5 minutes. Ouais. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, puis vous pouvez voir que vraiment, il y a vraiment un grand terrain de recherche, puis je suis vraiment content de pouvoir apporter là cette contribution-là au champ de la sociologie de la jeunesse. Je vous remercie.